Donc, bienvenue à tous. Bonsoir. Ça nous fait grand plaisir de vous accueillir en présentiel et en virtuel parce qu'on a beaucoup de gens qui sont avec nous en virtuel ce soir. C'est du fond du cœur qu'on est ici avec vous pour notre deuxième soirée de thématique de mieux vivre avec le cancer colorectal est vraiment destiné aux patients, aux familles des patients, aux gens intéressés au cancer colorectal. Ça ne se veut pas une session de sciences infuse pour les scientifiques, mais vraiment d'une ouverture de pouvoir un peu décoder un message de comment on vit avec un cancer colorectal. On se rappelle que le mois du cancer colorectal, c'est le mois de mars. Donc, c'est pour ça que ces activités de sensibilisation du CHUM sont faites toujours au mois de mars. On sait que le mois de mars, c'est un peu pénible. On a hâte au printemps et on est tanné de la neige. Donc, c'est un beau mois pour discuter de sujets. Cette soirée est organisée par l'entièreté de l'équipe multidisciplinaire, interdisciplinaire du cancer colorectal du CHUM et c'est pour cela qu'on a différents intervenants. À travers l'organisation, on a des remerciements à la Fondation Virage, à Cancer colorectal Canada, à la Fondation québécoise du cancer, qui sont des partenaires avec nous et qui sont très présents pour le bien-être de nos patients. Également, on a des compagnies pharmaceutiques qui nous ont généreusement aidés pour cette soirée. Je tiens à les nommer Pfizer, Amgen, Merck et Taiyo. Donc, le cancer colorectal, c'est le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme et chez la femme. La Fondation québécoise du cancer estime qu'en 2025, il y a eu des nouveaux diagnostics chez presque 7000 nouveaux cas. Donc, c'est beaucoup de gens. C'est le troisième cancer le plus fréquent. Et lorsqu'on a un diagnostic, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux autour d'un diagnostic de cancer et autour particulièrement d'un cancer associé à l'intestin, à la digestion, à la possibilité de sac, qu'on appelle une stomie. Donc, ce soir, on vous a préparé des conférences un peu avec 3 volets différents. Alors, on s'est dit, on va mettre un petit volet qui sera le premier volet, un peu scientifique, vulgarisé. Et puis, le docteur Moustapha Teffé, oncologue, spécifiquement, entre autres, en oncologie digestive, va nous parler des enjeux du cancer colorectal chez les plus jeunes patients, parce que c'est une réalité que de plus en plus de jeunes patients. Pour nous, un jeune patient, c'est âgé de moins de 50 ans. Et quand on regarde les statistiques ici au CHUM, 20 ans passés, ça comportait à peu près 4 % de nos patients qui avaient 50 ans et moins avec un nouveau diagnostic de cancer colorectal. Et maintenant, en 2025, c'est presque 20 %. Donc, Dr. Teffé va nous expliquer un peu les enjeux associés à ce changement de tendance. Après ça, un nouveau collègue, Dr. Roy Ajar, qui est clinicien-chercheur ici au CHUM, va nous entretenir un peu sur nos travaux de recherche qui sont fort intéressants et que vous allez voir stimulants et même on a déjà des études en cours avec nos patients pour participer à nos recherches qui commencent à être transmises directement aux patients. Le deuxième volet de la soirée, des enjeux
très important face à comment vous pouvez vous aider ou aider vos proches qui ont un cancer colorectal. Donc, être proactif dans différentes sphères. Donc, l'impact de l'exercice, l'impact qu'on peut avoir avec l'alimentation et également l'impact par rapport à avoir un sac qu'on appelle une stomie. Donc, ça va être le deuxième volet. Et le troisième volet, ça va être nos organismes communautaires qui peuvent apporter un grand support aux familles et aux patients. Ils vont avoir 3 organismes, Virage, Cancer colorectal Canada et également la Fondation québécoise qui vont donner des sources disponibles de leur côté. Je souhaite également remercier le comité organisateur, Francine Aubin et Cathy McDuff. Ça fait 1 an qu'on prépare cette soirée pour vous. Et un grand merci à Cathy et à Francine, également à Claire Chouinard de Virage. Sans eux, ceci n'aurait pas lieu. Donc, sans plus tarder, et je dis aux présentateurs un grand merci d'être là, très apprécié. On a bien hâte de vous entendre et je vais vous minuter. Donc, on a quand même beaucoup à dire en très peu de temps. Donc, Dr. Moustapha Teffé va nous entretenir sur le cancer colorectal chez les jeunes. Merci, Dr. Richard. Vous allez commencer à préparer pour l'année prochaine à partir de demain matin. C'est un plaisir pour moi, puis je vais rester dans les temps et surtout introduire le sujet. Nous avions, mes collègues et moi, quand on a commencé à parler d'un sujet qui pourrait intéresser tout le monde pour ce soir, on a parlé d'une nouvelle réalité. Comme tu viens de le dire, c'est vraiment le cancer du côlon chez les sujets jeunes. Puis moi, quand j'ai fait mes cours, quand je regarde les textbooks, les livres, ils n'ont pas changé. Il faut vraiment aller regarder les nouvelles publications, puis toutes les publications qui se mettent à jour pour voir que oui, l'âge moyen de diagnostic de cancer du côlon a baissé. Par définition, c'est moins que 50 ans, mais on voit de plus en plus des patients qui ont d'âge de 19, de 20, de 30 ans, et ça nous frappe quand on les voit arriver avec ce diagnostic. J'ai aucun conflit d'intérêt. Juste à déclarer que certaines images sont générées par ChatGPT. J'étais en train de m'entraîner à l'utiliser. Je ne l'ai jamais utilisé de ma vie. Ça marche d'ailleurs. Ça, c'est les données de la Société américaine du cancer. Donc, c'est 10% des nouveaux cancers colorectaux mondiaux qui surviennent avant 50 ans. Une augmentation de 2,4% par an. Chez cette population-là, surtout aux États-Unis, quand ils ont regardé leurs données de 2012 jusqu'à 2021, et quand ils ont sondé les pays qui ont un système de dépistage, mais surtout des données fiables à long terme, sur 50 pays, 27 pays ont déjà déclaré que oui, il y a une augmentation documentée de ce type de cancer chez les jeunes. Quand j'ai regardé sur les données de la Société canadienne du cancer, malheureusement, jusqu'à peu près il y a 1 an ou 2, le Québec ne faisait pas partie des provinces qui donnaient ces chiffres à la Société canadienne. C'était toujours les données québécoises étaient une estimation. Ça a commencé il y a 1 an. Ce qu'on a remarqué, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une baisse de l'incidence du cancer colorectal chez les patients, surtout chez les patients de plus que 50 ans, moins que 2,9% par année chez les hommes, moins 2,2% chez les femmes. Et ça, c'est en grande partie lié au dépistage. Dr. Richard, moi-même et plusieurs de nos collègues, nous avions travaillé fort pendant la pandémie, c'était sur Zoom, avec le gouvernement pour instaurer le dépistage, le kit de dépistage, ce qu'on appelle la recherche de sang occulte. Et pour tous les patients, dès qu'on a 50 ans,
on peut aller chercher ce kit au CLSC ou aux hôpitaux pour dépister le cancer, en fait, s'il y a une perte ou pas de sang dans les selles. Mais ce n'est pas instauré pour les patients de moins que 50 ans. Donc, la baisse qu'on a vue chez les personnes de plus que 50 ans, en partie dans les 2 dernières années, est liée au dépistage. Il y a eu un petit retard durant la COVID, malheureusement. Par contre, quand je regarde sur la page de la Société canadienne du cancer, les seules données que j'ai trouvées chiffrées, c'est pour la population entre 35 et 39 ans, on s'entend, c'est des jeunes patients, il y a une augmentation de 3,7% l'incidence par année, contrairement à ce qu'on a vu, la baisse chez les patients plus âgés. Et si vous regardez dans les 2 colonnes à votre droite, le cancer colorectal, en termes d'incidence, de fréquence, il est 3e, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et on pense que ça va augmenter chez les jeunes, même s'il y a une diminution chez les personnes de plus que 50 ans. Ben, les symptômes, c'est parce que souvent on banalise ces symptômes chez les personnes âgées. Ça, c'est une photo de ChatGPT d'ailleurs. C'est des symptômes qu'on peut voir facilement, la rectorragie, sang sur le papier de toilette, des diarrhées, une anémie, un jeune qui était en forme, d'un seul coup qui devient fatigué. C'est une fatigue qui ne s'en va pas avec le temps. On minimise souvent les symptômes. Je ne vous dis pas d'aller faire des tests chez tout le monde demain, mais il faut garder en tête que si ces symptômes perdure, il ne faut pas attendre des mois et des mois avant d'investiguer. Vous regardez, par exemple, un jeune qui se présente pour un de ces symptômes, ça peut prendre jusqu'à 10 mois en médiane pour diagnostiquer ou pour s'allumer et dire « Ah, il pourrait y avoir quelque chose, ça vaut la peine d'aller regarder ». Alors quand ils ont 3 ou 4 symptômes, des diarrhées, des pertes de poids, du sang dans les selles et une anémie ou une fatigue qui traîne, là on va penser plus, mais ça aussi, ça peut prendre jusqu'à 4 à 5 mois. On sait que les cancers héréditaires, en fait, les causes héréditaires ne sont pas fréquentes. Ça représente à peu près 4 à 8%. Mais chez les jeunes, en particulier, ça peut représenter jusqu'à 20%. Ces gens-là sont faciles à diagnostiquer, à dépister, parce qu'avec l'histoire familiale, on va être plus alerte. S'ils ont un syndrome de Lynch, une prédisposition familiale à haute incidence de cancer colorectal et d'autres types de cancers, ou s'ils ont beaucoup de polypes dans leur côlon, on va le savoir parce qu'ils ont un père, une mère, une tante, un oncle traités, et dès qu'on les voit, on va y penser, ça se peut que ce soit une cause familiale. Ces gens-là, on va aller les chercher un peu plus tôt et les investiguer. Là où ça devient un peu plus difficile, c'est quand il n'y a pas d'histoire familiale. Un jeune en forme, sans aucun antécédent, puis d'un seul coup, il a des problèmes digestifs. C'est là où il faut y penser. On a identifié quelques facteurs de risque. Ces facteurs de risque, comme leur nom l'indique, ils augmentent le risque, mais ce n'est pas nécessairement un ipso facto. Ce n'est parce que j'ai ce facteur de risque que j'ai développé un cancer. Mais on a vu, durant les dernières décennies, que l'obésité, la sédentarité, l'alimentation occidentale transformée, l'alcool, le tabac, tout ça augmente le risque de cancer colorectal et ça explique pourquoi tout le changement qu'on a eu dans nos habitudes, dans nos façons d'alimentation et de vie depuis des décennies se manifeste aujourd'hui par un changement dans l'incidence de ce cancer. Dr Ajar va nous parler de microbiome. Ce qu'on trouve dans nos côlons a un impact beaucoup pas juste sur les cancers, sur plusieurs maladies et pathologies. Cette image compliquée, je l'ai mise exprès pour vous montrer qu'il y a une base scientifique qui explique ces changements. Comme vous voyez, complètement à gauche, les gens qui font du sport et de l'activité physique d'une façon régulière vont diminuer l'inflammation au niveau des intestins. Mais pas juste l'inflammation, il y a aussi une traduction moléculaire qui va agir au niveau cellulaire. C'est scientifique, c'est compliqué, mais ça existe et c'est défini et c'est bien établi. Et ça va protéger. Contrairement à une alimentation riche en aliments transformés ou une obésité morbide ou la sédentarité, ces facteurs vont augmenter plutôt l'inflammation et vont même favoriser des protéines, des gènes et des protéines qui vont aider à développer le cancer. Donc, quand on commence par modifier nos habitudes de vie et nos alimentations, on ne va pas juste se sentir bien, mais aussi on peut agir au niveau cellulaire pour aider à protéger et à diminuer le risque de cancer.
Et d'ailleurs, on a eu cette année le résultat d'une très belle étude où plusieurs centres canadiens ont participé. On a vu chez les patients avec cancer colorectal opérés, ceux qui font du sport d'une façon régulière, sûrement mon collègue kinésiologue va en parler, on a vu une augmentation de la survie chez les patients qui font le sport d'une façon régulière, intense, bien surveillée. Et ça, c'est encourageant. C'est même sans l'effet des traitements. Voilà, j'arrive à ma dernière diapo. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? Bien, notre rôle, c'est éduquer, c'est en parler, passer le message, encourager la recherche, parce que c'est comme ça qu'on va découvrir les nouvelles pistes. Travailler en équipe, et ça, c'est un de nos projets ici avec mes collègues au CHUM. C'est une réalité, puis on est frappé pas juste par l'âge et de ces patients, mais parce qu'il y a des nouveaux défis auxquels on n'était pas habitué, ou on n'a pas fait attention. Les patients jeunes sont sur le marché de travail, souvent sont même aussi soit à l'école, soit à l'université, donc ils ont des études à compléter, ils ont des jeunes familles, ils ont soit des difficultés, soit dans une insécurité financière. Et il y a aussi le défi de fertilité et de sexualité, chose qu'on n'abordait pas chez les personnes plus âgées. Et bien entendu, tout ça, ça amène à des anxiétés, à la dépression. Voilà, donc il y a du travail à faire. C'est tout pour moi. Il faut bien respecter le temps. Merci beaucoup, Dr. Teffé, très intéressant. Maintenant, on va passer au volet un peu les travaux de recherche avec Dr. Ajar. Bonsoir tout le monde. Je suis très content de pouvoir vous parler des travaux de recherche qu'on fait ici au CHUM et au centre de recherche du CHUM ce soir. Puis je vais présenter ce soir, mais ce n'est pas en mon nom uniquement. Je représente toute une équipe, incluant notamment des collègues dans la salle comme Dr. Richard, Dr. Teffé, Dr. Aubin. C'est vraiment un effort de groupe qui nous permet de mener ces recherches-là de pointe ici. Donc, je vais enchaîner avec ce que Dr. Teffé a présenté sur un petit peu ce qui se fait ici. Puis, je ne fais pas un survol de tous les projets, mais vraiment de quelques points intéressants sur lesquels on s'attarde. Donc, dans cet effort-là de comprendre pourquoi il y a cette montée de cancer colorectal chez les individus plus jeunes et comment, surtout, on peut mieux détecter et traiter ces patients-là, mais il faut comprendre un petit peu ces interactions complexes entre l'intestin, le cancer colorectal et tout le système immunitaire au niveau de l'intestin et ailleurs dans le corps. Et quand on parle de système immunitaire, on ne peut pas éviter de parler de microbiome. Toutes ces bactéries-là, ces trillions de micro-organismes dans l'intestin qui modulent carrément toutes ces interactions complexes, notamment l'inflammation et la carcinogénèse. J'ai montré ici deux images, en fait, notamment d'un intestin qui a été reconnecté après l'opération. C'était un des sujets principaux sur lesquels on travaillait il y a quelques années et on était parmi les premiers à démontrer, avec Dr. Richard notamment, que la composition du microbiote avant l'opération détermine la guérison intestinale après l'opération. Plusieurs autres collègues ailleurs dans le monde ont suggéré justement qu'il y avait des souches bactériennes qui sont associées au cancer colorectal. Ce ne sont pas tous les E. coli qui causent le cancer, ce ne sont pas tous les B. fragilis, mais certaines souches peuvent même collaborer ensemble, un peu des interactions de communautés bactériennes qui peuvent moduler ces interactions, mais le microbiote n'est pas non plus tout le temps mauvais. Il y a quand même des souches bactériennes qui sont bénéfiques, qui produisent des molécules dans l'intestin, comme le butyrate, pour protéger la barrière intestinale, éviter le développement du cancer, ou même potentiellement ralentir le cancer une fois qu'il est présent. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces processus-là et même la récidive du cancer après l'opération ou après un traitement, par exemple le traitement de chimiothérapie, radiothérapie qu'on donne? Est-ce que ces interactions-là sont seulement reliées, par exemple, à une fuite microscopique des cellules cancéreuses après un bris de la barrière intestinale ou à de l'inflammation locale ou à de l'infection localement dans l'intestin? Mais on essayait dans notre équipe vraiment ici au CHUM et au CERCHUM de mieux clarifier ces interactions-là, à savoir comment on peut mieux les décrire et comment on peut les adresser pour mieux traiter nos patients. Donc, comme je vous ai dit, on a démontré dans le passé qu'améliorer la guérison après une insulte, qu'elle soit chirurgicale ou par traitement de chimiothérapie, radiothérapie,
ça semble améliorer le pronostic. Donc, quand on consolide cette barrière intestinale en manipulant le microbiote intestinal, on peut potentiellement améliorer l'évolution des patients après un traitement. Dans nos méthodologies, on fait usage en fait d'échantillons que les patients nous donnent. On vous sollicite souvent quand vous êtes vu en clinique avant ou après le traitement ou avant l'opération à donner, si vous êtes intéressé évidemment et sur une base volontaire, un échantillon de sel dans le cadre de la biobanque. Et c'est vraiment grâce à ces échantillons-là qu'on peut faire ces recherches-là. Donc, c'est vraiment un effort de groupe. Nous, on applique ce que vous nous permettez de faire. Donc, on fait des expériences avec des greffes de microbiote des patients vers la souris pour mieux analyser ces interactions-là. On fait usage également d'intelligence artificielle pour aller détecter quelles cellules immunitaires, quelles bactéries sont capables d'avoir un effet sur la santé et sur la réponse au traitement. On travaille entre autres à détecter des marqueurs avant la chirurgie dans les échantillons de sel qui peuvent prédire l'évolution. Donc, est-ce qu'on est capable, même avant d'entamer un traitement, de détecter des marqueurs simples à mesurer dans les échantillons fécaux pour dire, mais vous êtes plus ou en moindre risque d'avoir une bonne évolution et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on doit faire pour y pallier? OK? Puis là, je ne vais pas présenter des données. On a publié plusieurs papiers à ce sujet. On a des candidats très prometteurs. Puis de là, on est allé à élargir la biobanque. On regarde même les échantillons de tissus, de tumeurs qu'on prend en salle d'opération, des prises de sang qu'on prend également à travers les autres choses pour créer vraiment un algorithme plus complexe pour prédire qui va répondre au traitement et qui va moins bien répondre et comment y pallier surtout. Des marqueurs, entre autres, de la réponse au traitement de chimiothérapie et de radiothérapie. Et depuis tout récemment, les traitements d'immunothérapie, ces thérapies qui sont très à la mode, là, qu'on donne chez certains patients, pas tout le monde. Donc, comment on peut prédire la réponse et surtout manipuler le microbiote pour améliorer la réponse. On travaille activement sur ce volet avec Dr Aubin, Dr Teffé, ici au CHUM. Le tout pour mieux clarifier pourquoi le cancer colorectal arrive, comment on peut mieux le traiter et surtout pourquoi ça arrive chez les individus plus jeunes. Il y a quelques équipes dans le monde qui travaillent là-dessus, incluant la nôtre. Je vous présente un schéma ici, évidemment, sans mots, sans texte. On prend aussi des biopsies, on fait des analyses un peu sophistiquées avec Claire et Malak qui sont ici dans la salle, puis l'équipe au labo qui nous a rejoints en ligne également. On prend des biopsies de tumeurs, puis on va mesurer ces différents marqueurs, puis on voit qu'il y a des différences entre les différents patients. Donc, on essaie de corréler, voir un petit peu comment ces différents marqueurs qu'on ne connaît pas encore peuvent influencer la réponse et la guérison. Le tout dans le but d'améliorer la réponse au traitement. Puis, entre autres, comme Dr Richard l'a mentionné, on a déjà un projet clinique en cours où on teste un supplément qu'on donne avant l'opération pour voir est-ce que ça peut potentiellement avoir un effet bénéfique à la thérapie chirurgicale. Et je vais finir en mentionnant toute une liste d'individus qui travaillent activement sur ce projet. Beaucoup d'organismes subventionnaires qui supportent vraiment ces travaux-là. Et si vous avez des idées, on est toujours ouvert. Les meilleurs projets et les meilleures découvertes qu'on a faites, ça provenait d'idées qu'on a discutées sur des coins de table, tout simplement. Fait que, on est toujours ouvert aux suggestions et le rôle de nos patients dans les projets est vital. On est très ouvert également à accueillir des patients partenaires parce que cette perspective de comment mener les projets et c'est quoi leur impact sur la vie, sur la qualité de vie est majeure et très importante pour nous et vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. Merci. Merci beaucoup, Dr Ajar. Alors, deux volets très intéressants, très stimulants. Et puis, un petit mot pour dire effectivement que la participation de nos patients est fondamentale dans tout cela parce que c'est grâce à la participation de nos patients qu'on est capable, on espère, changer l'impact de nos traitements. Donc maintenant, on va passer au volet un peu plus proactivité, proactif. Qu'est-ce qu'on peut faire comme patient et même comme prévention? Le premier présentateur va être Hakim Benkia,
qui est kinésiologue avec notre équipe et il va présenter l'exercice, un allié indispensable. Merci. Okay. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là. Donc, bonjour à ceux en présentiel, ceux sur Zoom aussi. Aujourd'hui, dans le fond, comme le présenté Dr. Richard, je vais vous parler de l'exercice. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un kinésiologue, tout simplement, c'est le professionnel qui utilise l'exercice et l'activité comme outil. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là. Alors, pour commencer, on va voir ça en 3 volets. Donc, premièrement, c'est quoi la réalité actuelle puis les préférences de la population en matière d'activité physique pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe présentement. C'est quoi les recommandations également spécifiques et les bienfaits de l'exercice puis comment un peu venir l'appliquer dans la vie quotidienne. Puis, bien, finalement, je vais vous parler du service Bouger pour la vie qui fait partie de la Fondation Virage dont je fais partie également. Alors, pour commencer, petit détail important, dans le fond, c'est juste qu'une partie importante des études portant sur l'activité physique et l'oncologie ont été menées sur le cancer du sein, du côlon et de la prostate, ce qui tombe bien pour aujourd'hui. C'est la journée du cancer colorectal. Donc, petit énoncé important de la table ronde de la CSM, qui est le Collège américain de la médecine sportive, qui mentionne tout simplement, dans le fond, que c'est important pour les patients en onco d'éviter l'inactivité. Alors, ça s'applique à tout le monde. Évidemment, tout le monde doit bouger. Dans la vie de tous les jours, les recommandations au Canada, par exemple, c'est 150 minutes à 300 minutes d'activité physique par semaine pour se maintenir en bonne santé physique et mentale. Par contre, le problème, c'est que presque la moitié des Canadiennes n'atteignent pas ces recommandations, puis c'est pire encore pour la population onco. Alors, est-ce que dans ce cas-là, le cancer rime avec sédentarité? Bien, c'est presque à peu près seulement le tiers, donc 30 à 40 % de la population onco qui vont respecter un petit peu ces recommandations. Donc, ça nous laisse à peu près le 2 tiers des gens, malheureusement, qui ne vont pas atteindre ces recommandations. Puis, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu à ce moment-là. Il y a des facteurs qui sont malheureusement en dehors de leur contrôle, mais par rapport aux facteurs qu'on peut venir contrôler, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Donc, il y a des barrières et des facilitateurs, tout simplement. Ça, dans le fond, c'est les choses qui vont faire en sorte qu'on va peut-être prendre un chemin plus qu'un autre. Donc, on va avoir tendance à esquiver les nids de poule. C'est la même chose dans la vie de tous les jours lorsqu'on veut commencer une activité. Si j'ai des barrières, par exemple, donc plus de fatigue, des effets secondaires reliés au traitement, un manque de temps, tout ça, c'est des barrières assez typiques qu'on voit souvent. Donc, ça se peut que j'ai moins tendance à vouloir faire de l'activité physique ou peu importe l'activité que j'ai envie de faire. Puis, bien, les facilitateurs, c'est tout simplement les choses qui vont faire en sorte que bien, ça glisse un peu comme du beurre. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de... Puis, ça me permet beaucoup plus facilement de commencer. Donc, par exemple, si je peux faire mon programme, puis je peux faire mon activité physique à la maison, je n'ai pas besoin de me déplacer, bien, j'y vais. Donc, à travers tout ça, dans le fond, la barrière, malheureusement, la barrière qui est pas mal omniprésente, qui est un peu partout, c'est la fatigue. Puis la fatigue, on a un peu tous on la vit un peu parfois différemment. Donc, j'ai voulu trouver une définition qui regroupait un petit peu tout ça. Donc, c'est une sensation affligeante, persistante et subjective de fatigue physique, ça c'est important, émotionnelle et ou cognitive. Puis, très important, qui n'est pas proportionnelle toujours aux activités et qui interfère avec le fonctionnement. Donc, la fatigue liée au cancer, elle est multifactorielle. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Donc, ça se peut qu'à l'état cognitif, j'ai plus de dépression, de stress, d'anxiété qui rentrent en jeu. Il y a le cancer lui-même qui rentre en jeu, les effets des traitements, parfois de la douleur, des enjeux nutritifs, qu'on va voir tantôt, des troubles peut-être liés au sommeil. Puis, il y a évidemment là-dedans le manque d'activité physique. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, ce qui arrive malheureusement souvent lorsqu'on a un diagnostic, c'est qu'on va arrêter... Ça arrive souvent. On va arrêter de bouger. Puis, ça fait en sorte tout simplement qu'on arrête de bouger, dans le fond, parce qu'on est fatigué. Donc, on bouge encore moins parce qu'on continue d'être fatigué. Puis là, on tombe un petit peu dans un cercle vicieux. Puis, on veut venir le briser, ce cercle-là, parce que ça ne nous aide pas. Et je ne clique jamais sur le bon bouton. C'est pour ça qu'on a des recommandations spécifiques de la CSM, encore une fois, par rapport à qu'est-ce que la population onco pourrait faire. Puis c'est quoi les bienfaits qui sont reliés. Le tableau que vous voyez ici représente un petit peu les bienfaits qui sont, dans le fond, si vous regardez la couleur mauve, dans le fond, ça, c'est tout ce qui a des fortes évidences au niveau de la littérature qui vient nous dire, OK, donc, si je fais, par exemple, 3 fois 30 minutes des sessions aérobiques, par exemple, bien, j'ai des bienfaits que je pourrais ressentir au niveau de la fatigue reliée au cancer. Puis ça s'applique, par exemple,
à la fatigue, ça s'applique évidemment aussi à la qualité de vie, ça s'applique à la capacité fonctionnelle, à l'anxiété, à la dépression, au lymphadème. Puis là, on a différents dosages qui rentrent en jeu. Sans trop rentrer un petit peu dans ça, parce que ça, c'est plus les guides, les lignes directrices générales, mais si on rentre un petit peu dans les détails, on peut se demander bien, comment est-ce que je m'y prends. Puis c'est là qu'on doit comprendre, en fait, bien, premièrement, on a tous une certaine capacité physique, OK, qui nous permet de faire... cette capacité physique-là, elle est, dans le fond, elle est affectée par notre mode de vie. Donc, par exemple, est-ce que je m'entraîne? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Tous ces facteurs-là rentrent en jeu. Donc, elle n'est pas fixe. Elle peut venir fluctuer, elle peut augmenter, tout comme elle peut diminuer. Puis cette capacité physique nous permet, dans le fond, de venir faire des choses dans la journée, des efforts quotidiens, que ce soit d'aller marcher, de cuisiner, faire mes tâches ménagères, de travailler. Puis tout ça, c'est des efforts qui vont venir s'accumuler à travers ma journée. Puis parfois, dans certaines journées où est-ce que j'ai peut-être fait un effort plus intense ou un effort qui durait plus longtemps, ça peut venir dépasser ma capacité physique. Puis là, dans le fond, c'est là qu'on tombe un petit peu dans... Ce surplus, dans le fond, devient un peu comme une dette que le corps doit payer, soit avec de la fatigue, avec de la douleur, parfois c'est un mix des deux. Et c'est ça ce qu'on veut éviter. Et c'est pour ça, dans le fond, que j'ai commencé par vous parler de ça, parce que, de la capacité physique, parce que... depuis tantôt, je vous dis, c'est important de bouger, on veut éviter l'inactivité, donc on veut venir faire de l'exercice, mais on ne veut pas le faire n'importe comment. On veut venir bien gérer notre effort, puis c'est pour ça qu'on utilise l'échelle de perception d'effort. C'est un super bel outil qui nous permet un peu de savoir quand est-ce que je dois ralentir, quand est-ce que je dois m'arrêter, quand est-ce que je peux venir pousser peut-être un petit peu plus par rapport à mon intensité, à mon effort que je suis en train de faire. En général, lorsqu'on va venir s'entraîner, on va vouloir viser la région verte que vous voyez, donc quelque chose qui est entre 3 et 5 sur 10, quelque chose qui est moyen à difficile. Pour vous donner une idée, en ce moment, vous êtes tous assises. Je suppose que vous êtes à 0, donc on n'est à rien du tout. La raison pour laquelle on vise la région verte, tout simplement, il y en a deux raisons. La première, c'est parce que si on vient s'entraîner un peu plus en intensité, donc on vient un peu plus faire quelque chose de plus difficile, très difficile, c'est très facile de venir dépasser notre capacité physique, comme je l'ai montré tantôt. Et là, bien, si à chaque fois que je m'entraîne, ça prend 2-3 jours pour récupérer, c'est pas optimal. Même pour ma motivation, ça ne va pas m'aider à venir continuer. Au contraire, si on vient viser la bonne région, une bonne intensité d'entraînement, ça nous permet à ce moment-là de venir chercher un petit peu le middle ground. Donc à ce moment-là, on a juste assez d'intensité et, dans le fond, on n'est pas en excès, ce qui nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc on a tous les bénéfices, je suis très gestuel, tous les bénéfices qui peuvent être en tirés. La deuxième raison, tout simplement, si je compare notre corps à une batterie, durant les traitements, malheureusement, ce qui peut arriver, c'est que ma capacité de venir me recharger, parfois, va être affectée. Donc, pour le même effort, ça me prend plus de temps pour récupérer. Et donc, si je viens dans une zone plus poussée, dans une zone rouge, à ce moment-là, bien, ça se peut très bien que je termine ma séance puis je suis complètement à terre. Ce n'est pas ça ce qu'on veut. Au contraire, lorsqu'on est dans une bonne région, donc on fait notre activité physique, on la gère comme il faut, ça vient en fait nous booster un petit peu. Donc, même si j'étais au départ un peu fatigué, je viens faire ma séance, puis je la fais comme il faut avec une bonne gestion d'effort. Ça se peut que je me sente mieux après, puis que j'ai un peu plus d'énergie parce que ça vient un petit peu stimuler notre batterie, si je continue avec l'exemple. Maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut bouger à travers les 3 différentes phases, donc avant mes traitements, pendant et après. On va commencer avec avant. Donc, souvent, c'est en préadaptation. Tout simplement, c'est où est-ce qu'on veut venir se préparer et, dans le fond, augmenter notre capacité physique parce qu'on va venir subir un effort, dans le fond, qui va être une chirurgie. Donc, une chirurgie, c'est un effort très grand pour le corps. On veut venir se préparer pour ça. Il y a plusieurs bénéfices reliés à ça. Évidemment, bien, on vient améliorer la fonction en pré- et post-intervention. Donc, dans le fond, c'est qu'on se sent mieux même après la chirurgie. On réduit le délai d'hospitalisation, donc on passe moins de temps à l'IT. Puis, on peut venir réduire les complications également. Ça, dans le fond, c'était un graphique que j'avais mis pour comparer un petit peu un groupe de patients qui avaient justement fait de la préadaptation comparativement à un groupe qui n'a rien fait. Puis, dans le fond, c'est les pointillés verts, c'est eux qui ont fait de la préad, puis ceux en rose, tout simplement, n'ont rien fait. Le bleu qui coupe un peu le graphique nous représente le seuil minimal pour être considéré fonctionnel. Puis, tout simplement, on peut le voir assez rapidement à l'œil nu que, dans le fond, le groupe qui a fait de la préad a passé beaucoup moins de temps à l'été, puis a pu récupérer beaucoup plus rapidement. Je ne vais pas tarder trop longtemps, parce qu'il me reste 1 minute, et je ne sais pas bien timer mes choses. Donc, pendant les traitements,
on va voir ça aussi. Donc, il y a un peu plus de précautions, évidemment, parce que là, ça se peut qu'on ait des limitations avec des métastases osseuses, des lymphodèmes et tout ce que vous pouvez voir. Par exemple, avec les métastases osseuses, on veut venir considérer le site de la métastase, c'est à quel point elle est dangereuse, s'il y a eu un traitement et tout ça. Puis, bref, dans ce genre de limitations, malheureusement, avec ce genre de limitations, c'est des barrières qui font en sorte que c'est encore moins de gens qui font justement les activités physiques. Donc, pour nous, en tant que professionnels, on veut vraiment venir créer un espace sécuritaire où est-ce que cette partie de la population peut continuer de bouger. L'exemple ici que je voulais faire avec la capacité physique, dans le fond, lorsqu'on est en traitement, on a comme un bloc d'effort constant que les traitements viennent prendre, ce qui fait en sorte qu'on va le ressentir à travers les cycles de traitement. Et là, ça devient encore plus pertinent pour nous de faire attention à notre perception d'effort. Donc, par exemple, puis là, ce bloc-là est toujours fixe, là, évidemment. Donc, par exemple, puisque je voulais dire aussi, ce bloc-là aussi fait en sorte que mes efforts se cumulent beaucoup plus rapidement. Donc, ça se peut que je ressente plus de fatigue lorsque j'ai mes traitements, puis c'est, entre autres, aussi à cause de ça. Donc, par exemple, lorsque je m'entraîne en chimio, on veut venir faire attention. Si c'est un exemple d'une chimio qui se fait sur 3 semaines, donc par cycle, ça se peut que la première semaine, j'ai beaucoup moins d'énergie, puis que ma perception d'effort, lorsqu'elle vient tomber dans la zone cible, ça soit seulement de la mobilité, de la marche, puis c'est tout à fait correct, puis c'est ça ce qu'on va venir chercher, parce que c'est dans la bonne zone. À la deuxième semaine, ça se peut que notre bloc d'effort est diminué et soit réduit, puis que ça nous permet de faire un peu plus de renforcement musculaire, même chose à la troisième semaine. En radiothérapie, il y a des petites différences, donc ça se peut qu'à ce moment-là, vu qu'on a beaucoup plus de déplacements, on peut favoriser l'entraînement un peu plus à domicile. On a aussi plus de fatigue importante. Donc, ça, c'est très important à ce moment-là de faire attention à notre volume et intensité d'exercice. Puis, on veut venir incorporer des exercices un peu plus de mobilité aussi parce que il y a parfois de la rigidité qui peut venir être développée. Ça, c'était une étude intéressante que j'avais trouvée très rapidement. Dans le fond, c'était une revue littéraire qui avait été faite pour comparer des programmes d'exercice faits avant chirurgie et pendant traitement, qui montrait tout simplement qu'il y avait une possible diminution des complications post-opératoires, qu'il y avait une tendance positive marquée de la qualité de vie, une amélioration observée de la force musculaire, de la capacité physique cardiovasculaire, et qu'il n'y avait aucun effet indésirable au niveau de la sécurité qui avait été noté. Donc ça, c'est très important. Ça nous dit qu'on peut venir s'entraîner de manière adaptée à travers les différentes phases en cours. Ça, c'était juste un énoncé, dans le fond, qui disait que c'est de la COSA, qui est une sommité oncologique en Australie, qui mentionne tout simplement que l'activité physique devrait être considérée comme une pratique standard dans le soin en cours et qu'elle devrait être rajoutée comme une thérapie adjuvante pour aider à contre-attaquer un petit peu ou réduire les effets secondaires puis des traitements et du cancer, et possiblement référer, dans le fond, vers des professionnels qui peuvent aider avec ça. Puis c'est là que j'allais avec le service Bouger pour la vie. Très rapidement, dans le fond, c'est un service qui existe depuis 2013 avec les premiers patients en 2014. Le service, dans le fond, vous permet de travailler avec nous. Puis, dans le fond, une fois qu'on vous reçoit, à ce moment-là, on vous fait un suivi avec vous, soit en individuel ou en groupe. À partir de là, dans le fond, on a 3 groupes qui correspondent aux 3 phases qu'on vient de voir. Donc, le groupe se préparer pour la préadaptation pour la chirurgie, où est-ce qu'on a besoin d'un délai minimal de 2 semaines et qui se fait avec des circuits, avec des exercices musculaires spécifiques pour nos chirurgies. Persévérer, qui est pendant nos traitements, qui a un délai, dans le fond, basé complètement sur la durée des traitements et avec des programmes personnalisés. Donc, chaque personne a son propre programme à l'intérieur d'un cours de groupe. Si j'aurais plus de temps, j'aurais expliqué un petit peu plus, mais c'est bien correct. Puis, poursuivre, dans le fond, c'est le cours en post-traitement qui dure 8 semaines avec comme objectif d'amener une progression à travers ces 8 semaines hebdomadaires. Et tous les cours sont offerts en formule hybride, donc ça nous permet à ce moment-là d'avoir beaucoup plus d'accessibilité, moins de barrières, plus de facilitateurs, donc les bienfaits de la technologie. Ici, c'était quelques témoignages. On n'a pas trop le temps, malheureusement, de les lire, mais c'est, dans le fond, les deux espéraient que plus de gens aient accès à ce genre de service. Et j'aimerais finir en remerciant vous qui êtes présents, puis nos partenaires, évidemment, donc le Centre intégré de cancérologie du CHUM pour sa confiance et son soutien, ainsi que la Fondation du CHUM et Merck pour leur support. J'ai terminé. Merci beaucoup. Beaucoup à dire sur l'exercice. Vous aurez l'opportunité aussi de poser des questions lors de la modération. Et puis, après qu'on a fait de l'exercice, souvent on a faim. Donc, on va enchaîner avec l'impact nutritionnel. On a 2 présentatrices, Caroline Tran et Viviane Provost.
qui vont nous parler de nutrition. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Voici un petit aperçu de quoi moi et Viviane, on va parler ce soir. Donc, on va commencer par vous expliquer, aborder quelques recommandations au niveau de l'alimentation en lien avec le cancer colorectal. Par la suite, on va vous expliquer l'importance de l'alimentation pendant les traitements. Et pour finir, on va vous expliquer l'alimentation lorsque des défis nutritionnels surviennent pendant les traitements et en quoi ça change au niveau des recommandations au niveau alimentaire. Donc, avant de rentrer dans les recommandations alimentaires, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'existe vraiment pas beaucoup de données sur l'impact de l'alimentation sur le cancer après un diagnostic de cancer. Donc, on en connaît beaucoup plus sur les facteurs qui amènent le risque, la prévention du cancer, donc qui amènent le cancer, mais après le diagnostic, bien, on en connaît beaucoup moins. Et il faut que vous sachiez aussi qu'il n'y a aucune diète, aucun régime qui est reconnu pour traiter le cancer. Okay? Là, j'ai dans la tête la diète keto, la diète alcaline, le jeûne intermittent, la diète basse en glucides, donc basse en sucre. Bien, pour tout ça, là, il n'y a vraiment pas assez d'évidence au niveau de la littérature pour émettre des recommandations en ce sens-là. Ceci étant dit, ce qu'on a vu dans les études d'observation, c'est que la plupart des personnes qui mangent plus une diète de type occidental, qu'on dit, là, donc plus de viande rouge, plus de céréales raffinées, moins de fruits et de légumes, plus d'aliments transformés, bien, ces personnes-là, ils ont plus de risques de développer le cancer colorectal et après le diagnostic, bien, la durée de survie, elle est moins bonne aussi. Et dans la même logique, en fait, les personnes qui adoptent une alimentation plus de type méditerranéenne, là, donc qui s'enlignent un petit peu plus vers les recommandations de la saine alimentation, donc ils mangent moins de viande rouge, plus de céréales complètes, plus de poissons, moins d'aliments transformés et tout ça, bien, ces gens-là, ils ont moins de chances de développer le cancer colorectal et après le diagnostic, bien, la durée de survie est meilleure aussi. Par conséquent, les recommandations alimentaires pour les gens qui ont le cancer vont dans le même sens que pour la prévention du cancer, soit d'essayer d'adopter une alimentation la plus saine possible, avec un bémol pendant les traitements, bémol que ma collègue Viviane va vous expliquer dans quelques minutes. Et là, j'ai ciblé en fait 4 recommandations alimentaires dont je vais vous parler. Bon, la première recommandation, c'est d'adopter une alimentation plus riche en végétaux, donc plus riche en grains entiers, légumes, fruits et légumineuses. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Là, c'est d'essayer quotidiennement de consommer des produits céréaliers à grains entiers, comme par exemple le riz brun, les aliments à base de farine de blé entier, le quinoa, l'avoine, et essayer d'inclure aussi des légumineuses quotidiennement. Et on recommande aussi de manger au moins 5 portions par jour d'une variété colorée de légumes et de fruits, parce que plus vous diversifiez, bien, vous avez plus de chances d'aller chercher plus de vitamines, de minéraux et de composés antioxydants. Et si vous mangez plus de végétaux, bien, vous allez augmenter votre consommation de fibres alimentaires. Et en mangeant plus de fibres alimentaires, bien, ça augmente le transit intestinal et ça fait que vous êtes moins exposé en fait aux agents cancérigènes là, et ça favorise un bon microbiote au fond, donc les bactéries qui se retrouvent dans votre système digestif, ce qui fait qu'on pense que ça pourrait diminuer aussi l'inflammation et diminuer en fait, c'est ça, l'apparition des maladies chroniques qui sont reliées avec l'inflammation comme le cancer au fond. Bon, il y a plus de 800 articles scientifiques là, qui explore le lien entre la consommation de viande et le développement du cancer colorectal. Et on voit vraiment là, qu'il y a un lien entre la consommation de viande rouge et la consommation de charcuterie et le risque de développer un cancer colorectal, ce qui m'amène à cette deuxième recommandation-là, qui est de limiter la consommation de viande rouge et d'éviter les charcuteries. Donc, pour la viande rouge, la Société canadienne du cancer recommande de limiter la quantité à 3 portions de 85 grammes de viande rouge cuite par semaine au maximum. Donc, ça représente environ 250-300 grammes par semaine. Et dans les viandes rouges, là, on inclut tous les types de viande, en fait, sauf les volailles. Donc, pas le poulet, pas la dinde et tout ça. Pour la viande transformée, maintenant, la recommandation, ce serait d'éviter la viande transformée, contrairement bien, pas contrairement, mais vous voyez, la petite nuance là, avec la viande rouge, c'est de limiter. Pour les viandes transformées, c'est vraiment de les éviter. Okay? Puis dans ces types de viandes-là, on parle des viandes traitées par fumage, séchage, salaison, ajout d'agents de conservation, comme par exemple le jambon, le pepperoni, les bacon, les saucisses et tout ça. Et essayer d'éviter aussi la cuisson des viandes à température haute, parce que ça produit des agents qui sont cancérigènes au fond.
Bon, la recommandation numéro 3, maintenant, c'est de limiter l'alcool. Il existe vraiment une association forte entre la consommation d'alcool et le développement d'au moins 7 types de cancers qu'on voit, dont le cancer colorectal. Et il faut que vous sachiez aussi qu'il n'y a aucune dose minimale qui est sécuritaire. Donc, même une consommation par jour, c'est considéré avec des risques significatifs là, pour des problèmes de santé. Et ce risque-là est dose dépendante, qu'on appelle. Donc, plus vous en consommez, plus le risque augmente. Par conséquent, les recommandations sur le cancer avec l'alcool, ce serait préférablement d'éviter l'alcool complètement, là, donc l'abstinence totale. Donc, ceux qui n'en consomment pas, qui n'ont pas l'habitude d'en consommer, bien, commencez pas. Okay? Et ceux qui en consomment, parce que, tu sais, on parle d'alimentation, de plaisir, il faut avoir ça en jeu aussi, c'est des interactions sociales et tout, mais si vous en consommez, limitez ça à la quantité minimale le plus possible là, pour vous. Okay? Bon, la 4e recommandation maintenant et la dernière dont je vais vous parler, c'est de limiter la consommation de boissons sucrées, comme les jus de fruits, les boissons gazeuses, le cocktail, les boissons énergisantes et glacées, tout ça. Par contre, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas assez de preuves scientifiques aussi pour affirmer que le sucre cause directement le cancer ou fait progresser le cancer. Okay? Ça, c'est quand même encore un mythe. C'est beaucoup plus complexe que ça là, dans la recherche et tout ça. Ceci étant dit, on voit vraiment un lien entre une consommation élevée de boissons sucrées et le risque de développer de l'obésité. Et il y a une forte association, en fait, entre l'obésité et le risque de développer le cancer colorectal. Donc, c'est comme un lien indirect un peu là, qui amène à cette recommandation-là. Et là, je parle des boissons sucrées, mais c'est sûr que limiter les aliments sucrés en tant que tels, là, c'est une bonne chose aussi, parce qu'on sait que les aliments sucrés, c'est souvent des aliments qui rentrent dans la catégorie des aliments ultra transformés, hein, puis là, il y a un lien encore avec le problème d'obésité et justement le risque de développer des cancers et tout. Donc, voilà qui met fin à ma partie sur la recommandation de l'alimentation. Là, je vais laisser la parole à ma collègue Viviane qui va vous parler des défis nutritionnels pendant les traitements et en quoi ça change justement au niveau des recommandations que je viens de vous donner. Merci, Caroline. Donc là, Caroline nous a présenté les recommandations là, qui s'appliquent quand ça va quand même assez bien, que les traitements sont bien tolérés, qu'on n'a pas de difficultés particulières pour s'alimenter. Par contre, ça peut arriver que l'alimentation commence à devenir plus difficile, qu'il y a une perte de poids qui commence ou des symptômes particuliers. Puis c'est à ce moment-là qu'en tant que nutritionniste en oncologie, on va surtout intervenir. Donc, quand on rencontre des défis particuliers au niveau de l'alimentation dans le contexte d'un cancer colorectal, c'est possible que les recommandations qu'on vous fasse soient vraiment différentes de ce qu'on vous a présenté plus tôt, parce que la priorité alimentaire va changer. Donc ça, c'est quelque chose que je vais souvent mentionner, la priorité au niveau de l'alimentation, parce que dans le fond, la priorité ne sera pas juste de bien manger en général, mais plus de manger pour gérer un enjeu particulier là, qu'on a. Donc, quand on a un cancer, l'alimentation, c'est important pour plusieurs raisons. De manger adéquatement puis en quantité suffisante, c'est important pour maintenir la masse musculaire, mieux tolérer, mieux répondre aux traitements, puis limiter les risques de complications comme des infections ou des longues hospitalisations. Puis c'est important de savoir que quand on a un cancer, les besoins alimentaires sont différents par rapport à quand on n'avait pas de cancer. Donc, les besoins en calories sont souvent plus importants à cause du cancer en tant que tel, mais aussi à cause des traitements. Puis les besoins en protéines sont aussi souvent augmentés. Dans certains cas, on peut avoir besoin du double des protéines par rapport à ce qu'on avait besoin avant. Donc, puisque l'alimentation, ça a un gros impact sur la qualité de vie de la personne qui a le cancer, puis que les besoins sont plus élevés, bien, un objectif important qu'on va souvent viser en tant que nutritionniste en oncologie, ça va être de prévenir ou de limiter la dénutrition là, chez les gens qui ont le cancer. Puis quand on parle de dénutrition, on parle d'une perte de poids qui rencontre certains critères là, spécifiques. On estime qu'il y a entre 20 et 70 entre 20 et 70 des personnes qui ont un cancer qui rencontrent nos critères spécifiques. Puis quand on parle de cancer digestif comme le cancer colorectal, le chiffre va être plus dans le haut de l'intervalle pour plusieurs raisons, à cause de l'effet de la tumeur sur le système digestif, à cause des chirurgies qui vont modifier l'anatomie ou à cause des effets secondaires des traitements là, comme des nausées, des vomissements, des diarrhées. Donc, pour prévenir la malnutrition ou tenter de la corriger, on va vouloir s'assurer que la personne mange assez de protéines, mais aussi assez de calories, ce qui va peut-être venir un petit peu en contradiction avec ce qu'on a dit plus tôt, d'avoir des bonnes habitudes, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, parce que là, la priorité au numéro 1, ça va être d'avoir assez de calories qui rentrent. Donc, des fois, on va aller chercher des aliments un petit peu plus riches, un petit peu plus gras, des fois un petit peu plus sucrés, puis vraiment mettre l'emphase sur les sources de protéines aussi, s'assurer qu'on en mange assez. La priorité, donc, a changé. On ne veut pas juste manger sainement, mais on veut éviter d'aggraver la malnutrition et les conséquences là, qui viennent avec.
Donc, les protéines ont plusieurs rôles dans le corps de chaque personne. Ça aide pour le maintien de la masse musculaire, le renouvellement des cellules, puis la guérison des plaies. Comme j'ai dit plus tôt, les besoins quand on a un cancer sont souvent plus élevés. Si, par exemple, on a des traitements de radio, de chimiothérapie, bien, nos cellules vont se renouveler plus rapidement. Si on veut bien guérir après une chirurgie, on va aussi avoir besoin de plus de protéines. Donc, ça peut vraiment devenir un défi d'en manger assez, parce que les besoins sont plus élevés, mais on a moins faim. Donc, on a quelques stratégies qu'on a indiquées ici. Là, je pense qu'on est pas mal au bout de notre temps, donc je vais aller un petit peu rapidement. On peut aussi avoir des problèmes un petit peu plus particuliers là, quand on a un cancer puis des traitements, par exemple des diarrhées, chirurgie, de l'anémie. Puis ça se peut que ce qu'on recommande en nutrition à ce moment-là soit différent des conseils habituels là, de manger beaucoup de fibres, beaucoup de légumes. Si, mettons, on a beaucoup de diarrhées, peut-être qu'on va dire de limiter un petit peu certaines fibres pour ne pas exacerber les diarrhées. Puis si on a de l'anémie, peut-être qu'on va dire de manger un petit peu plus de viande parce qu'on a une autre priorité là, que de juste bien manger. Donc, pour résumer rapidement, les recommandations alimentaires quand on a un cancer, ça ressemble aux recommandations en prévention, mais on fait attention si on a des difficultés, qu'on perd du poids, qu'on n'arrive pas à s'alimenter assez. On veut prioriser là, la quantité avant la qualité, si on veut, là, pour éviter de perdre trop de poids, parce que c'est ça qui va avoir le plus gros impact là, sur la qualité de vie dans l'immédiat, dans le court terme. Puis si on a des problèmes pour s'alimenter, bien, on en parle à l'équipe médicale, puis ça se peut qu'une référence en nutrition soit nécessaire. Donc, on avait quelques ressources intéressantes pour vous laisser ici. Très intéressant. Merci beaucoup, mesdames. Il y aura sûrement foire aux questions. Alors, après qu'on a fait de l'exercice, on a mangé, on va digérer. Et dans la digestion, en cancer colorectal, il y a les enjeux associés au sac et la stomie. Donc, on a avec nous stomothérapeute au CHUM, Julie Matteau, qui va nous entretenir sur la stomie. Merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir pour vous parler des stomies, parce que ça va faire partie du parcours de certains patients qui ont un cancer colorectal. Donc, certaines personnes vont avoir une stomie. Une stomie, si je l'explique simplement, c'est une partie de l'intestin qu'on va amener sur le devant du ventre pour pouvoir dévier le passage des selles de façon temporaire ou permanente. Donc, il va falloir avoir un sac collecteur, un appareillage, et ça va permettre de collecter les selles là, dans cet appareillage-là. J'aurais pu vous parler longtemps des stomies, il y a plein de choses à dire, mais ce soir, j'ai décidé de me concentrer spécifiquement sur le fait qu'on peut avoir une belle qualité de vie quand même avec une stomie. Puis j'ai décidé de commencer en abordant les principales questions que les patients vont me poser avant la chirurgie. Donc, les gens veulent savoir, est-ce que je vais pouvoir encore travailler? Oui, c'est certain qu'il va y avoir une période de convalescence à respecter suite à la chirurgie. Et pendant quelques mois, les gens vont devoir éviter de lever des charges lourdes. Par la suite, on va leur recommander de reprendre leurs activités de façon graduelle, selon leur tolérance à l'effort. Donc oui, le retour au travail est possible. Pour les gens qui vont forcer de façon régulière, répétitive ou qui vont faire des gros efforts, bien, il y aura certaines précautions à prendre. Donc, on va leur recommander de porter une bande hernière pour soutenir les muscles de leur ventre. Les gens me demandent aussi, est-ce que je vais pouvoir faire du sport? Donc, oui. Donc, comme je l'ai mentionné, on va vous demander de reprendre les activités de façon graduelle selon votre tolérance à l'effort. Mes patients peuvent faire toutes sortes de sports. Du tennis, du hockey, de la planche à neige. C'est sûr qu'on va faire certaines petites adaptations. Par exemple, si la stomie risque d'être frappée, on va vous recommander de porter une coquille de protection. Mais l'idée, c'est que vous puissiez reprendre vos activités et vos sports. Les gens me posent souvent la question, est-ce que je vais pouvoir me baigner? Donc, oui, effectivement, les appareillages qui sont utilisés sont faits pour être mouillés. C'est peut-être surprenant, mais oui, ça fonctionne. C'est sûr qu'on va attendre le OK des chirurgiens pour être en mesure de pouvoir que les pansements des plaies chirurgicales soient retirés et pour être en mesure de mouiller ces plaies-là. Mais dès qu'on a le OK, on peut prendre une douche avec l'appareillage en place. On va tout simplement demander aux gens de bien l'assécher à la sortie. Quelques semaines plus tard, on va même avoir la permission de prendre un bain ou de se baigner. Donc, la baignade en piscine publique est possible
et les gens vont même pouvoir aller prendre un spa. C'est certain qu'on va avoir certaines recommandations, de s'assurer que l'appareillage est bien étanche avant d'aller se baigner. Si on fait un spa, par exemple, on va réduire un peu le temps pour s'assurer de ne pas trop user prématurément l'appareillage, mais ça demeure des choses qui sont possibles. Il y a certaines personnes qui vont vouloir, pour plus de sécurité, sceller l'appareillage avant de la baignade. C'est des choses qui sont possibles, mais ce n'est pas obligatoire et nécessaire. Il y a aussi des gens qui vont utiliser des couvre-sacs pour éviter d'avoir à sécher par la suite. Une autre question que j'ai souvent, c'est est-ce que je vais pouvoir voyager? La stomie n'empêche pas les gens de voyager. C'est sûr qu'on va demander à votre médecin si votre état de santé vous permet de faire le voyage, mais la stomie elle-même, encore là, ça demande un petit peu d'organisation, mais c'est tout à fait possible. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va vous dire de faire, c'est de prévoir un peu plus de matériel que ce que vous amenez habituellement. Si vous en allez dans une destination où il fait chaud, probablement que le double du matériel va être nécessaire. C'est un peu la même chose que quand, en été, au Québec, on a besoin de changer de l'appareillage plus régulièrement si on a chaud, si on se baigne. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va prévoir. Dans l'avion, on va vous recommander d'avoir le matériel avec vous. Si jamais les bagages sont perdus, au moins vous avez ceux dans votre bagage à main. Il y en a même qui vont prendre la précaution de vérifier à l'endroit où ils s'en vont, s'ils ont des distributeurs, si jamais ils peuvent s'acheter du matériel en cas de pépin. Puis on va aussi vous recommander de couper les appareillages que vous avez avec vous dans l'avion, parce qu'on le sait, on n'a pas le droit d'avoir de ciseaux. Donc, s'il arrive des pépins, au moins, vous allez être prêts. Donc, oui, c'est des choses qui se font, c'est des activités que vous pouvez encore pratiquer. Au niveau de... Je voulais vous parler un peu du matériel qui existe, matériel adapté. Encore là, je pourrais vous en parler vraiment longtemps. Si vous faites un peu de recherche, là, vous allez voir qu'il existe une multitude de compagnies. Il y en a des majeures, des petites, mais sur Internet, là, il y a vraiment de tout. Simplement pour vous mentionner qu'avec les années, les compagnies se sont vraiment améliorées au niveau du matériel. Il existe du matériel pour tout type de stomie, différentes formes d'abdomen. Ils essaient d'accommoder tout le monde. On commence même à voir certaines couleurs apparaître, là. Donc, pour que les gens trouvent ça un peu plus agréable, ils vont vraiment miser sur le confort. Donc, c'est sûr que les gens me demandent souvent « Donne-moi le meilleur appareillage ». Bien, ce n'est pas quelque chose qui est possible parce qu'en fait, il faut en essayer quelques-uns pour voir qu'est-ce qui convient le mieux à chacun. Il existe aussi des couvre-sacs que les gens vont vouloir utiliser. Donc, par exemple, les hommes à la plage vont peut-être essayer d'avoir un couvre-sac qui va être en association avec leur maillot de bain pour que ça passe inaperçu. Ou les gens, pendant les moments intimes, bien, il y a des couvre-sacs en dentelle qui existent, des choses comme ça. Fait qu'il y a vraiment une panoplie de matériel pour faciliter un peu la chose. Il existe aussi des bandes en tissu qui vont un peu uniformiser au niveau du ventre, camoufler un peu l'espèce de protubérance que l'appareillage pourrait créer. Puis il y en a aussi qui vont s'en servir comme support lors des activités sportives. Il existe aussi des sous-vêtements, des maillots de bain qui sont adaptés avec des pochettes à l'intérieur. Encore là, c'est pour le confort parce que les sous-vêtements normaux, les maillots de bain conventionnels font très bien le travail. C'est juste qu'il y en a qui ont besoin d'avoir un petit plus là, pour s'assurer qu'ils sont bien en toutes circonstances. Fait que sachez que c'est des choses qui existent. Je vais finir en discutant avec vous un peu des ressources, sans entrer dans la prochaine présentation de mes collègues. Je vais survoler avec vous à quels endroits vous pouvez avoir de l'aide, un petit peu de ressources, là, plus spécifiquement par rapport à la stomie. Donc, c'est sûr que les infirmières spécialisées en plaie, stomie et continence, c'est une bonne référence. Si vous allez sur c'est le nom pour les stomothérapeutes. Si vous allez sur le site Internet, ils ont fait une publication assez récente qui regroupe les recommandations, les informations pertinentes sur chaque type de stomie. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. C'est vraiment un document qui regroupe toute l'information qui est intéressante à savoir. Donc, au CHUM, on a la chance d'avoir des stomothérapeutes qui rencontrent les patients habituellement avant la chirurgie pour donner des explications, leur montrer un peu les soins à faire. Et aussi, on va poursuivre l'enseignement pendant l'hospitalisation, en collaboration avec les infirmières à l'étage, bien sûr. Et pour certains, c'est nécessaire de les rencontrer par la suite pour ceux qui ont besoin de plus d'ajustements au niveau du matériel. Donc, on est aussi disponible en clinique externe pour rencontrer les patients pour faire des ajustements quand c'est nécessaire.
Une deuxième ressource qui est disponible pour vous, c'est, comme je vous mentionnais, les infirmières. Quand vous quittez l'hôpital, on vous réfère au CLSC. Donc, vous allez avoir déjà eu certains conseils des infirmières à l'étage qui sont déjà bien habituées de s'occuper des patients avec des stomies. Et on vous réfère vers les infirmières de CLSC qui vont aussi être en mesure de vous donner du support là, pour faire les soins les premières fois. Il existe aussi une multitude d'associations des personnes stomisées. Donc, c'est des groupes de rencontres, groupes de discussion. Vous pouvez avoir un jumelage avec une personne qui a eu sensiblement la même situation que vous. C'est des choses qui se font. J'ai même déjà vu du parrainage à l'hôpital, des gens que la personne vient les rencontrer là, après la chirurgie. Donc, c'est une bonne référence aussi. Et les derniers, mais non les moindres, les compagnies de matériel de stomie sont aussi disponibles pour vous. Ils ont tous des programmes de support. Nous, on vous réfère vers eux. Et ils ont tous des sites Internet avec des vidéos pertinentes et intéressantes qui peuvent répondre à vos questions. Je finis en vous disant que aussi le gouvernement donne une subvention, que vous soyez un stomisé permanent ou temporaire. Il y a une certaine portion de la facture qui va être remboursée. Donc, pour terminer, c'est sûr qu'avoir une stomie, c'est un gros changement, mais c'est aussi, ça demeure qu'il y a un monde de possibilités qui est encore possible à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup, Julie. Bien intéressant et bien informant. Alors, le prochain volet, on va avoir le réseau de soutien communautaire. En premier, on va avoir Lise Petitgrou de la Fondation Virage qui va nous faire une présentation et par la suite va s'enchaîner avec les autres collaborateurs. Merci. Merci, Dr. Richard. On va essayer de défiler rapidement nos trois rencontres. Alors, au-delà de tous ces merveilleux soins et de la recherche, existe une panoplie de services communautaires qui sont à votre portée. Trop souvent, on entend nos patients arriver dans nos services nous dire « Ah, on aurait aimé vous connaître avant ». Alors voilà, merci de l'opportunité de nous faire rayonner ce soir. Alors, pour la Fondation Virage, dont je suis la directrice, la Fondation Virage a commencé, s'en va vers sa 40e année d'existence. Elle a commencé à l'hôpital Notre-Dame et a suivi le CHUM en 2017 pour accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins, que ce soit au diagnostic, traitement, hospitalisation et après-cancer. Notre fondation est constituée autour du patient d'un conseil d'administration indépendant du CHUM, malgré qu'on soit à l'intérieur du CHUM, avec une équipe permanente, des professionnels, bien entendu des bénévoles et patients partenaires qui nous aident clairement à définir notre offre de services, des partenaires du CHUM, des précieux partenaires du CICC, équipe de soins CR-CHUM, des partenaires externes aussi, comme mes collègues ici ce soir, en complément à notre offre de services et soutien financier. Alors, notre offre de services qui est située, en fait, on a un centre de bien-être à l'intérieur du CHUM, directement à la clinique d'oncologie. Et notre offre se décline en ressources, services, activités et soutien. Alors, nos espaces sont tous situés à l'intérieur du CHUM, donc notre centre de bien-être à la clinique d'oncologie, un salon privé pour accueillir nos patientes pour des services plus spécifiques, entre autres pour les prothèses capillaires, des services, des salles de soins en massothérapie et en onco-esthétique, un service dont je vais vous parler dans quelques minutes, espace de conditionnement physique, donc vous avez rencontré Hakim ce soir, et centre de documentation. Concernant le soutien, on a une offre de soutien. Bien entendu, notre centre de bien-être qui est situé au 14e étage, directement à la clinique d'oncologie, c'est plus de 4000 patients qui se présentent à chaque année pour avoir un soutien, une écoute, une ressource et pour s'inscrire pour les différents services qu'on offre. Des séances d'information, comme vous pouvez voir, qu'on travaille en étroite collaboration avec les équipes à l'intérieur du CHUM. Donc, les séances d'information sont offertes par les équipes du service social. Le soutien aux proches qui est offert par un partenaire.
des références aux ressources en fonction des besoins des patients et un site web qui est réalisé spécifiquement pour les parents atteints de cancer, pour les accompagner auprès de leurs enfants. Site web et livres sont disponibles là, pour eux. Une panoplie d'activités, comme je vous mentionnais, je vous en fais la lecture rapidement. Massothérapie sur table, directement au 14e étage. Kinésiologie, vous avez rencontré Hakim ce soir, qui est très développé et qui est notre plus gros centre d'activité dans notre offre de services. Yoga, nutrition, écriture, atelier d'écriture, atelier d'art-thérapie, méditation, bulle créative, relaxation par les sons. Alors, ces activités-là, comme je vous disais tout à l'heure, sont réalisées à la demande des patients et pour les patients. Les services qu'on offre sur place, alternatives capillaires, bien entendu, quand la patiente ou le patient a son diagnostic, surtout les patientes viennent rapidement à notre centre pour voir la possibilité qu'elles ont au niveau des alternatives capillaires. Alors, on offre soit bonnet, chapeau ou prothèse capillaire. Oncoesthétique, c'est un service qu'on a développé depuis 2 ans, une oncoesthéticienne qui est avec nous, un service qui est offert partout en Europe et unique ici au CHUM, donc, et qui commence à prendre de l'expansion parce qu'on offre conseils et soins. Alors, bien entendu, les impacts de la chirurgie, que ce soit de la chirurgie, que ce soit des traitements, sont grands. Donc, Betty, notre oncoesthéticienne, est en mesure d'offrir plusieurs conseils aux patientes en prévention là, des soins, des traitements que les patientes et patients recevront. Et on a un service de reconstruction mammaire aussi, ce qui concerne moins le cancer colorectal ce soir, mais quand même, je le mentionne, et centre de documentation. Les ressources partenaires, alors, ce qu'on veut faire à Virage, c'est s'allier de partenaires comme ceux qui sont ici avec moi ce soir pour ne pas dupliquer les services, mais plutôt de s'allier ensemble et de travailler à offrir tous les services. Alors, ce soir, je suis accompagnée de ma collègue de la Fondation québécoise du cancer colorectal, mais pour tous les autres types de cancers, comme on traite, pour nous, on offre les services pour tous les patients, pour tous les types de cancers. Alors, ce sont tous nos partenaires qui sont pour nous des précieux alliés. Notre rayonnement, alors, quand je vous parlais tantôt du programme de kinésiologie, a gagné des concours à cause que quand est arrivée la pandémie, on a mis notre programme en virtuel en à peine 1 mois. Alors, ça a été un impact très important là, pour les patients. On a gagné aussi pour le programme de préadaptation un concours au programme québécois de cancérologie. On reçoit plusieurs différents centres hospitaliers pour avoir du coaching sur les services qu'on offre. Et le petit dernier, Coactif, qui est un programme en ligne développé avec l'équipe du CHU. Et un autre dernier service qui est important à discuter, qui va commencer justement le 13 avril, apprivoiser l'après-cancer. L'après-cancer étant dans le programme, une des priorités du programme québécois de cancérologie. On a mis en place ce programme-là qui consiste en 6 rencontres pour amortir la phase de l'après des patients. Alors, en à peine 1 semaine, le groupe était complet et on a l'intention de renouveler l'expérience à plusieurs fois durant l'année. Voilà. Alors, c'est ma partie de la Fondation Virage. Je vous présente Véronique, ma collègue de la Fondation québécoise du cancer. Merci. Merci, Lise. Donc, avant de commencer, je veux juste vous remercier de me recevoir aujourd'hui, d'avoir l'occasion de vous présenter les services de la Fondation québécoise du cancer. Je vais faire ça très rapidement. Alors, je vous le dis tout de suite, je vous invite à aller sur notre site Web pour voir l'entièreté de nos services parce qu'on en a vraiment plusieurs. Je vais vous en parler un peu plus en détail, mais encore une fois, très rapidement. Donc, la Fondation est un organisme qui existe depuis 46 ans et notre mission, c'est de soutenir, héberger, informer les Québécois, Québécoises qui voient leur vie bouleversée par le cancer. Donc, on s'occupe autant des patients que de leurs proches. Et comment on fait ça? Bien, c'est à l'aide, justement, de différents services. Nous avons une ligne téléphonique qui est gratuite et confidentielle, qui s'appelle la ligne InfoCancer. Ce sont des infirmières expérimentées en oncologie qui prennent les appels et qui prennent vraiment le temps de répondre à toutes les questions, de préparer des plans d'action avec les gens qui appellent. Nos appels moyens durent 45 minutes. Donc, on prend vraiment le temps de parler aux gens. Et
encore une fois, vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Donc, des fois, c'est même avant un diagnostic qu'on a des questions sur, par exemple, des symptômes. Ça peut être pendant les traitements, ça peut être après, même quand on retourne au travail, on veut aborder comment on va faire ça. Notre équipe est là pour ça. Et nous avons aussi dans l'équipe des nutritionnistes, psychologues et sexologues qui peuvent discuter avec vous pour répondre à vos questions. Nous avons aussi un service de bibliothèque. Donc, nous avons une bibliothèque physique à Québec, mais les livres, on les envoie partout à travers le Québec gratuitement. Donc, on les envoie par la poste avec des enveloppes préaffranchies. Donc, vous pouvez retourner les livres. Donc, nos documentalistes sont là pour parler avec vous, voir qu'est-ce que vous avez comme besoin, vous envoyer les bonnes ressources et ensuite de ça, une fois que c'est fini de consulter, vous pouvez nous le retourner. Et on documente aussi tout ce qu'on trouve sur, tout c'est un grand terme, là, tout ce qu'on trouve sur l'Internet, mais donc des sites web, des webinaires, des podcasts. Donc, on peut aussi envoyer par courriel liste de ressources que vous pouvez consulter. Nous avons sur notre site web aussi un répertoire des ressources. Donc, nous avons 2200 ressources qui existent à travers le Québec, qui sont recensées. Donc, vous cherchez le type de service, votre région, et ce qu'on a de recensé va sortir. Donc, ça vous permet de trouver proche de la maison différents types de services. Notre plus grande spécialité, si je peux me permettre, à la Fondation, ce sont nos centres d'hébergement. Donc, nous sommes dans 7 régions du Québec. Donc, ici à Montréal, on est en face de l'hôpital Notre-Dame. Et on offre d'ailleurs le transport gratuitement avec des navettes jusqu'ici au CHUM. Et donc, tous nos hébergements sont justement à proximité des centres hospitaliers pour permettre aux gens de loger à peu de frais. Donc, pour les gens en traitement, on parle de 30 $ par nuitée et ça inclut les repas. Les hôtelleries sont faites un peu comme des résidences étudiantes, donc des chambres à occupation double. Donc, vous pouvez venir accompagné d'un proche pour la durée de vos traitements. Et donc, ça permet vraiment là, d'avoir la tête tranquille, surtout quand on habite un peu plus loin, se couper la route. Donc, c'est un service qui est très accessible. Plusieurs services de soutien psychologique. Donc, on offre l'art-thérapie, le jumelage téléphonique. Ça, c'est avec des gens qui ont vécu des expériences cancer et donc qui sont jumelés avec des nouveaux patients pour pouvoir leur parler, prendre le temps de leur expliquer, parler de leur expérience et rassurer un peu. Des ateliers de méditation. Et comme je vous ai dit, on a accès à des psychologues via notre ligne InfoCancer. Plusieurs programmes de bien-être physique. On offre la massothérapie, l'acupuncture, la kinésiologie, le yoga. Ce sont des services gratuits ou offerts à peu de frais. Donc, par exemple, la massothérapie et l'acupuncture, on parle de 25 $ par séance d'1 heure. Donc, très, très accessible. Nous avons aussi des programmes d'aide financière et juridique. Je ne rentrerai pas dans les détails là-dedans parce que ça serait vraiment trop long. Donc, je vous invite encore une fois à consulter notre site web. Notre programme d'aide à la vie quotidienne, ce sont pour les personnes atteintes qui vivent sous le seuil de faible revenu qui permet d'aller chercher 1 000 $ par année pour aider. Programme d'aide juridique, c'est en fait en partenariat avec Juripop qui offre des conseils juridiques gratuits, encore une fois, aux gens atteints. Donc, ça permet là, des fois de juste avoir un peu de paix d'esprit. Nous avons un programme de soutien en entreprise, donc autant pour les employés que pour les employeurs, quand il y a le cancer qui frappe au travail, des fois, c'est pas facile de retourner au travail, comment on va gérer ça. Donc, nous, on est là pour supporter les deux parties, aider à faire une réinsertion harmonieuse. On a aussi un programme pour les 15-39 ans. À la Fondation, on est plus spécialisé avec les adultes et les aînés. Donc, on a développé un programme qui s'appelle le programme à Félix, qui est vraiment pour les 15-39. Donc, c'est de l'accompagnement pour ce groupe d'âge-là, pour les aider à se retrouver, de la documentation vraiment ciblée pour cette réalité. En fait, la réalité qui vient à cet âge-là, quand on est encore aux études ou quand on commence dans le milieu du travail, quand on a une jeune famille, c'est des ressources supplémentaires. Donc, comme vous voyez, on est vraiment complémentaires au réseau de santé. Nous, on n'est pas des médecins, mais on est là pour vraiment s'occuper du reste. Votre équipe de professionnels sont vraiment là pour votre santé et nous, on est là pour justement s'assurer que tout le reste va bien. Donc, on vous invite fortement là, à venir nous voir pour qu'on puisse vous accompagner. Et comme je vous ai dit, on est accessible sur tout le continuum de la maladie. Donc, avant même un diagnostic jusqu'au retour à la vie normale, on est là, vous pouvez nous appeler, il n'y a aucun problème. On ne vous revirera pas de bord, comme on dit en bon québécois. Donc, pour nous rejoindre, vous avez les informations à l'écran, cancerquebec.ca, notre numéro de téléphone aussi qui est là. Je vous invite justement à consulter notre site, aller voir les informations sur nos différents services ou nous appeler. Notre équipe est là pour vous répondre. Et je vous remercie encore une fois pour le temps. Je vous laisse maintenant avec Magda de Cancer Colorectal Canada. Bonjour à tous, je m'appelle Magda et je représente Cancer Colorectal Canada.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont le soutien communautaire contribue à améliorer l'expérience des personnes touchées par le cancer colorectal. Alors, qui sommes-nous? Depuis plus de 25 ans, Cancer colorectal Canada travaille à améliorer les résultats et l'expérience des patients. Nos actions se concentrent sur 4 axes principaux: la défense des intérêts, le soutien aux patients, l'éducation et la recherche. Notre objectif est d'assurer un meilleur accès aux soins, plus d'équité et de donner aux patients et à leurs proches les outils nécessaires. Alors, en plus de nos campagnes de sensibilisation et de nos projets de recherche, nous offrons une gamme complète de services. Alors, tous nos services sont offerts sans frais et sont accessibles à toute personne touchée par le cancer colorectal. Alors, par exemple, on a des groupes de soutien, des ateliers sur la crainte de la récidive, des conférences communautaires, un atelier connexion communautaire et des webinaires. Cela inclut les patients, les proches aidants, les familles et les proches. Nous adoptons une approche globale car le cancer touche bien plus qu'une seule personne. Un de nos services clés est le soutien psychosocial individuel. Nous offrons des séances illimitées et un accompagnement dans la navigation du système de santé. Nous aidons aussi à comprendre les options comme les biomarqueurs, les traitements et les essais cliniques. Nous proposons des groupes de soutien mensuels. Ces espaces permettent d'échanger, de partager et de se soutenir dans un environnement sécuritaire. Nous offrons un programme de 6 semaines sur la crainte de la récidive. Il combine différentes approches pour aider les participants à mieux gérer l'anxiété et l'incertitude. Il y a 10 à 12 participants par groupe, une séance hebdomadaire de 1 heure et demie. Il est animé par une intervenante psychosociale et aussi les interventions combinent des approches issues de la thérapie d'acceptation et d'engagement ainsi que des techniques somatiques. Nous mettons à disposition une grande variété de ressources éducatives. Elles couvrent plusieurs sujets pratiques pour aider les patients et leurs proches au quotidien. On a des ressources sur le cancer colorectal à début précoce. On a des questions, vous pouvez nous poser des questions à l'équipe soignante. On a aussi des ressources sur la nutrition, les essais cliniques, le retour au travail et la sexualité et la fertilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis impressionnée de tous les services qu'on peut avoir avec vos organismes et soyez assurés qu'en tout cas, de notre côté, on va possiblement vous solliciter davantage. Donc, on va passer à une période de questions. Je demanderai aux différents présentateurs de venir s'asseoir. Les premiers pourront choisir les chaises qu'ils veulent, soit le fauteuil bleu ou le tabouret gris. Et on a beaucoup de gens également en virtuel. Donc, quand vous aurez des questions, si vous pouvez utiliser le micro, c'est très important. Et puis, on a Cathy et Francine, je pense, qui vont gérer les questions virtuelles. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont des questions? Alors, je pense que vous avez fait un bon travail. Est-ce que vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît? Bonjour. En fait, merci pour votre présentation, puis merci pour tout le savoir, puis la volonté de faire avancer le cas du cancer colorectal. On a beaucoup parlé de la responsabilité individuelle dans la prévention du cancer colorectal. On a un peu moins parlé aujourd'hui de la responsabilité systémique des politiques publiques et à partir de quand, chez un jeune, quand on fait un diagnostic de cancer, à partir de quand la responsabilité peut être systémique
plutôt qu'un cas isolé ou une responsabilité individuelle. Puis quel rôle les cliniciens peuvent-ils jouer pour améliorer cette réalité? Et je me demandais aussi pourquoi, s'il y a 20 ans, la situation n'était pas similaire à celle d'aujourd'hui, pourquoi les politiques publiques ne sont pas un peu plus agressives en lien avec les causes structurelles, l'alimentation, l'environnement, etc., pour faire avancer pour faire avancer le problème dont on a parlé aujourd'hui. Merci de votre question. Plusieurs volets très intéressants. Docteur Teffé, est-ce que vous voulez en partie? Oui, merci pour la question. Il y a une partie qui malheureusement dépend du système et de la politique. Je ne dis pas qu'on n'a pas la responsabilité, mais ça prend du lobbying, du travail et d'acharnement pour pouvoir changer ces politiques-là. Je vais parler plutôt de la partie qui nous concerne, l'éducation, en parler, vulgariser pour que l'information soit comprise, transmise et surtout acceptée. Il ne faut pas qu'on transmette l'information et que les gens qui la reçoivent se sentent coupables. Ça, c'est important. Sinon, il n'y aura pas de collaboration. On vit heureusement dans une province et dans un pays où la médecine et l'accès au traitement est universel. Malgré tous les délais, j'ai connu et je connais d'autres systèmes, malgré tous les délais qui se font et contre lesquels on est, on a quand même accès au traitement de fine pointe, à des techniques chirurgicales, à la radiothérapie, accès facilement aussi à des professionnels de la santé. Et ça contribue beaucoup à l'amélioration. Et ce n'est pas par hasard que nos chiffres et nos taux de survie sont parmi les taux de survie les meilleurs dans le monde. Donc cette partie, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut y travailler. La partie politique, c'est beaucoup plus dur. Il faut y travailler, il faut y militer. Docteur Richard et plusieurs médecins, j'en faisais partie. On a fait des réunions et des réunions auprès des gens du ministère et ça a pris du temps avant qu'ils acceptent qu'ils permettent le dépistage de sang occulte dans les selles. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est de baisser encore cet âge parce qu'on a vu que des personnes jeunes, de plus en plus jeunes, peuvent être diagnostiquées avec cancer du côlon, mais ce n'est pas facile pour maintes raisons que je ne peux pas nécessairement modifier, mais il ne faut pas baisser les bras. L'alimentation, ça change. Juste vous dire, moi, il y a quelques jours chez nous, j'ai trouvé un sac de bonbons, puis j'étais tenté après avoir couru. Puis là, la première chose qui a attiré mon attention, c'est la première fois que je vois riche en sucre. Au teneur en sucre, je ne sais pas quoi. J'ai laissé le sac. Je crevais de faim, d'ailleurs. Mais ça, c'est un changement assez significatif parce que ça commence à attirer l'attention. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si les autres personnes... Est-ce qu'il y a d'autres présentateurs qui voudraient ajouter à cette question? Alors, effectivement, c'est préoccupant. Auprès des professionnels de la santé aussi, on fait beaucoup de formations chez les premières lignes, à savoir quand des symptômes apparaissent. Étant donné l'incidence qui augmente, on suggère quand un jeune patient a du sang dans les selles, est-ce qu'il y a des changements des habitudes de selles significatifs, perte de poids, les symptômes que Dr. Teffé a mentionnés. On recommande de passer beaucoup plus rapidement à l'investigation compte tenu de notre incidence qui confirme définitivement. En ce qui a trait le dépistage systématique, il n'y a encore pas assez de cas pour recommander qu'à l'âge de 25 ans ou 30 ans ou 35 ans, on fasse des tests de dépistage. Un test de dépistage veut dire aucun symptôme et tout le monde passe le test.
Donc, dans un réseau public, on n'a pas les moyens et il n'y a pas d'indication. Et comme Dr. Tefi a mentionné, le dépistage est recommandé à partir de 50 ans. Aux États-Unis, ils l'ont baissé. Ils l'ont baissé dans la quarantaine. Et puis, sur les comités québécois, on se pose la question. Mais quand on regarde le nombre de gens qui font vraiment le dépistage, on est encore en bas pourcentage. C'est à peu près 30 % de la population qui veulent faire le dépistage parce que c'est manipuler des selles, c'est la recherche de sang dans les selles. Donc, des soirées comme ce soir, on espère sensibiliser et ouvrir un peu le rideau sur le cancer colorectal. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou sinon je peux passer avec les questions des spectateurs? Peut-être une première question pour le docteur Ajar qui est précise. Donc, quelle sorte de probiotiques en supplément conseillez-vous en prévention du cancer du côlon? Et est-ce que le parasite Plasmocystis hominis peut causer le cancer du côlon au fil des ans? Ce sont des très bonnes questions. Donc, on travaille activement à identifier des probiotiques, prébiotiques qui peuvent potentiellement pas juste prévenir le cancer colorectal, mais surtout ralentir la progression du cancer et potentiellement améliorer la réponse au traitement. Donc, j'ai promis, Dr. Richard, que je ne vais pas rentrer dans la science dure ce soir, mais on va parler un peu science. Je pense que c'est quand même assez simple à comprendre, là. Le but de ces probiotiques, de ces bactéries-là, c'est vraiment d'activer, on pense, le système immunitaire pour attaquer les cellules cancéreuses et potentiellement faire rapetisser le cancer et l'éradiquer complètement. Dans nos papiers, les papiers d'autres collègues dans le monde, il y a certaines bactéries qui ont été identifiées, mais on n'est pas encore au stade de faire des recommandations. Pourquoi? Pas parce que ces bactéries-là ne fonctionnent pas au laboratoire, mais parce qu'on ne connaît pas l'impact sur la santé. Est-ce qu'en essayant de donner une bactérie qui semble être anticancérigène, on n'est pas en train d'induire un autre effet secondaire? On est très optimiste qu'on va y arriver, mais on a encore besoin de temps pour optimiser ces recommandations-là. Dans les prébiotiques, puis là, c'est quoi la différence probiotique-prébiotique? Probiotiques, ce sont des bactéries. Prébiotiques, c'est la nourriture qu'on donne aux bactéries pour qu'elles fassent un effet bénéfique. Et avec mes collègues en nutrition, on a beaucoup parlé de fibres, puis les bactéries dans l'intestin adorent les fibres. Donc, quand on les nourrit avec les fibres, elles produisent des molécules comme le butyrate, des acides gras à chaîne courte qu'on appelle. Puis ces acides gras à chaîne courte diminuent l'inflammation, renforcent la barrière intestinale et, d'après nos résultats préliminaires, semblent même ralentir la croissance de cellules tumorales et potentiellement améliorer la réponse au traitement. Donc, on n'est pas loin de recommandations. C'est le blastomycèse, hein? C'était le... Beaucoup de données, là. Ce n'est pas la première bactérie qui me vient en tête quand on parle de données scientifiques. Il y en a d'autres qui ont été démontrées potentiellement impliquées dans le développement du cancer. Plus de données à venir. Je ne veux pas faire d'affirmations très solides ce soir parce que c'est un domaine en ébullition, là, puis on ne peut pas dire telle bactérie est bonne, telle bactérie est mauvaise. Ça dépend des circonstances. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question dans le chat? Donc, peut-être cette question s'adresse peut-être plus au docteur Tefi. Donc, on a décrit que le nombre de cancers avait augmenté chez les jeunes patients. Est-ce qu'on a vu une différence dans la survie à 5 ans pour les patients avec cancer colorectal métastatique de stade 4? On n'a pas beaucoup de données, mais la bonne nouvelle que non. C'est les données de survie, quand on a comparé les sous-populations de personnes jeunes par rapport aux patients plus âgés, il n'y avait pas de différence. Donc, ils n'avaient pas nécessairement une maladie qui est plus agressive ou plus résistante au traitement. Le défi, c'est d'y penser et diagnostiquer à un stade précoce. Mais quand on a comparé stade par stade, il n'y avait pas de différence. Pas de différence. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, si vous pouvez venir au micro. Monsieur, on vous entend. Il faut passer au micro. Alors, en attendant, vous pouvez poser votre question, madame. Allez-y.
Merci pour la conférence. Je suis une jeune adulte qui a perdu son papa en 2025 d'un cancer colorectal et je ne savais pas qu'il y avait autant de ressources et c'est vraiment un cancer difficile. Mais ma question, je suis émotive en ce moment. Je travaille au CHUM. C'est ça qui m'a amenée à travailler au CHUM aussi. Donc, je remercie les spécialistes. C'est vraiment important. Mais ce que je voulais dire, c'était que j'ai peur de me faire une colonoscopie. Puis je pense que, justement, les patients, ils vont dire « Ah, les colonoscopies, ça fait peur. C'est une procédure difficile. » Donc, un mot d'encouragement pour moi, pour ma première colono, s'il te plaît. Peut-être que je peux répondre à votre question. Normalement, on va recommander la coloscopie 10 ans avant le diagnostic du cancer colorectal du plus jeune dans la famille. Donc, on ne va pas, parce qu'on a quelqu'un dans notre famille, naturellement, si on n'a aucun symptôme. Si on a des symptômes, là, ça rentre d'une indication de coloscopie qu'on va discuter, soit avec notre médecin de famille ou avec InfoSanté. Alors, l'indication de faire la coloscopie, c'est 10 ans avant le diagnostic de votre membre de la famille. Une coloscopie, personne n'aime ça. La majorité des gens, une fois qu'ils l'ont eu, disent « il n'y a rien là ». Alors, pour la majorité, la partie la plus difficile, c'est la préparation. Parce que si on veut aller voir s'il y a des polypes, parce que la coloscopie prévient le cancer. La coloscopie, le but, ce n'est pas de diagnostiquer un cancer, c'est de le prévenir. Pourquoi? Parce qu'un cancer est au départ d'un polype. Et entre le polype et le cancer, en général, ça prend 10 ans. Donc, le but de faire la coloscopie, c'est de trouver des polypes, d'enlever les polypes pour lesquels ça ne fait aucune douleur et faire une prévention. Donc, en ce qui a trait à votre peur pour la coloscopie, vous n'êtes pas la seule. Il y a d'autres gens qui ont une crainte parce qu'on passe dans un orifice qu'on ne va pas trop décrire, mais c'est un examen qui, sensiblement, la partie la plus difficile, c'est la veille de faire la vidange intestinale au complet. La procédure, on vous met un intraveineux, on vous donne, comme j'appelle, le cocktail de bienvenue. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est des médicaments qui vous sédationnent, qui vous relaxent, mais vous êtes quand même consciente. Et puis, la procédure elle-même dure en moyenne à peu près 15-20 minutes. Et si ça vous intéresse de parler à quelqu'un qui a eu une coloscopie, ça s'organise aussi facilement. Et nos sympathies pour votre papa. Et puis, la coloscopie, ça sauve des vies. Donc, merci. Merci beaucoup. Et je confirme que la préparation est la partie la plus difficile. Oui, exactement. Alors, je pense que ça va être la dernière question. Ça va être bien alors. Donc, moi, je suis présentement sous traitement en radio-oncologie et puis en oncologie. Et, pas loin de finir mon traitement. Ça a été vraiment très dur. Je dois l'avouer, non? Et physiquement, psychologiquement, c'était vraiment quelque chose de difficile à résister. Heureusement, j'ai eu quelques ressources, par exemple la Fondation québécoise du cancer, où je suis résident présentement. Et bon, il y a des questions que je me pose pour la suite des choses, non? J'espère que mon traitement va être efficace. Et malgré que j'ai dû être en pause pendant une semaine. Et, mais j'ai entendu parler les différents exposants aujourd'hui, comme quoi, par exemple, le fait d'avoir l'exercice, c'est quelque chose qui pourrait
ralentir quelques problèmes pour le futur. Et je suis particulièrement touché par la question nutritionnelle parce que j'ai vécu vraiment la désnutrition dans ce processus. Non? C'était terrible de pouvoir trouver quelque chose à manger. Non? Et, malheureusement, je suis réduit à pratiquement à rien à manger et ça a été pour moi la catastrophe. Non? Malgré ça, heureusement, je n'ai pas réduit mon poids. Non? Je suis vraiment stable. C'est un peu bizarre, ces points-là. Je me pose la question, une fois terminé le mercredi prochain, c'est quoi la suite des choses? Parce que je suis comme un peu perdu dans tous ces systèmes, non? Qui est comme fractionné, non? Il y a telle chose et telle chose. Il y avait des questions aussi pour les chercheurs, non? Je me suis dit, ça se peut qu'il y a d'autres sortes de traitements à part l'immunothérapie, la cryothérapie ou la thérapie par les sons. Je m'informe un petit peu. J'aurais aimé vraiment entendre ce genre de choses. Si ça s'applique spécifiquement dans les cas, non? Mais la plus importante, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver suite immédiatement à la fin de ce traitement. Est-ce que je serai pris en charge? Il y a un organisme à l'intérieur de l'hôpital qui va dire OK, messieurs, asseyez-vous ici, on va faire ça, ça et ça. Vous avez telle question, parce que moi, je ne les vois pas. Non? Et ça m'inquiète énormément. Oui, c'est le retour à la normale qui devrait être, pour moi, très encourageant. Et c'est plus épeurant en ce moment qu'autre chose. OK, merci. Excusez. Non? C'est sûr que les trajectoires peuvent varier entre les patients. Peut-être que Dr. Teffé peut donner un à peu près de trajectoire, mais comme c'est très individuel, c'est souvent dépendant des objectifs. Alors, Dr. Teffé, voulez-vous juste parler un peu globalement? Oui, d'une façon globale, le plan de traitement de chaque patient, c'est vraiment l'équipe traitante qui le détermine, très, très souvent en concertation avec tous les consultants. Mais la suite des choses, la suite des traitements ou le suivi, c'est l'équipe traitante, votre médecin ou vos médecins qui suivent, qui ont déjà ce plan et ils vont vous informer au fur et à mesure. Par contre, j'aimerais plus rebondir sur l'après-cancer. Mais l'après-cancer, la vie continue, puis la vie devrait continuer d'une façon quasi normale. Et il y a des défis, il y a des difficultés. Et vous avez vu, on a beaucoup de ressources, beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider, vous épauler à surmonter, puis à passer à travers ces traitements, parce que les traitements ne finiront pas mercredi. Le traitement finit mercredi sur le calendrier, mais les effets secondaires ou certains effets peuvent continuer jusqu'à quelques jours, voire même plusieurs semaines. Donc ça, c'est important et vous avez vu les différentes ressources. Il faut faire appel à ces ressources-là. L'activité physique, ce n'est pas juste pendant le traitement. Même après le traitement, ça va aider. Puis ça va aider pour être moins fatigué et à récupérer plus vite. Et surtout, ça nous donne cette sensation que voilà, moi je suis comme tout le monde. Même si j'ai passé quelques semaines avec des traitements durs, avec une routine qui n'est pas agréable de faire des allers-retours au CHUM à tous les jours. Même moi, j'aime pas ça. Mais au moins, je suis capable de reprendre une vie comme mes voisins, comme les gens que je croise dans la rue, dans les parcs. Également pour la nutrition, c'est des défis pendant le traitement, mais c'est des défis aussi après le traitement, parce qu'on n'a plus le même goût. Il y a des choses qu'on aimait, qu'on aime moins. Il y a certains traitements, certains aliments qu'on va éviter parce que ça peut donner des diarrhées ou causer des douleurs abdominales, etc. Je vous invite à en parler avec votre équipe traitante, puis faire recours à toutes les ressources disponibles. Et bon courage pour la suite aussi. On ne peut pas répondre sur une base individuelle parce que maintenant, c'est vraiment des traitements à la carte avec différentes séquences de traitements qui peuvent varier. Ça peut être radiothérapie d'abord, ça peut être chimiothérapie d'abord, ça peut être chirurgie d'abord, ça peut être radiothérapie, pas de chirurgie, radiothérapie, chimio, chirurgie. Alors,
on ne peut pas répondre parce qu'on a évolué et maintenant, c'est vraiment traitement à la carte. Mais s'il vous plaît, informez-vous pour avoir vos réponses et l'équipe du CHUM, avec les infirmières, avec les médecins traitants, avec tous les intervenants, j'espère que vous allez avoir des réponses. Bon, maintenant, on doit s'arrêter. Je demanderais à Dr. Aubin et Cathy McDuff de venir ici parce que je veux vraiment souligner leur contribution à cette soirée. Je souhaite vraiment remercier sincèrement du fond du cœur tous nos présentateurs. Je pense que vous avez fait un très bon travail. Je sais que j'ai été tannante avec les minutes, mais je pense qu'on finit relativement dans un délai qui est tout à fait raisonnable. Et je pense que ce soir, d'avoir des échanges sur le cancer colorectal sur différents volets est très important. Et j'espère que vous avez apprécié cette soirée. Je peux vous dire que ça va être un annuel et qu'on va travailler déjà pour l'an prochain. Et ça va... Claire Cheminet, es-tu là? Où est-ce qu'elle est, Claire? Allô? J'aurais voulu que tu viennes aussi. Alors, Claire nous a épaulés également chaudement avec son enthousiasme. Et puis, donc, si jamais vous avez des sujets d'intérêt, l'année passée, c'était un peu plus scientifique, c'était vraiment chimio, radio, etc. Cette année, un peu enjeu plus qualité de vie. Donc, on est ouvert à des suggestions. Et je vous remercie ceux qui sont en présentiel et je vous remercie ceux qui sont en virtuel. Et on ouvre vraiment le rideau, s'il vous plaît, la sensibilisation du cancer colorectal. Le dépistage est important, donc on a toutes les ressources disponibles pour le dépistage. Et puis, pendant les traitements, vous avez vu toutes les ressources qu'on peut avoir et on en guérit beaucoup des gens atteints de cancer colorectal. Malheureusement, pas tous, mais on en guérit beaucoup. Donc, bonne soirée à vous tous.